Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, les personnes qui sont présentes ici dans cet amphi TLM, ce bel amphi de l'Université de Tours, donc, qui nous accueille. Et puis bonsoir également aux internautes, donc, qui sont très nombreux, qui sont connectés. C'est la première fois à la Semaine de la Mémoire qu'on accueille comme ça des internautes dans toute la France. Donc la Semaine de la Mémoire, c'est un événement qui est organisé tous les 2 ans, c'est une biennale, par l'Observatoire B2V des mémoires. B2V, c'est un groupe de protection sociale donc, qui a mis en place cet observatoire en 2013. Et les Semaines de la Mémoire, c'est la 4e semaine de la mémoire, elles ont eu lieu à Caen, à Bordeaux, à Montpellier, puis cette semaine donc à Tours. Et nous sommes ravis de vous accueillir. Donc la Semaine de la Mémoire, ce sont des manifestations, des rencontres entre le grand public et les chercheurs, des interactions sous des formes diverses, des conférences, des animations. Alors, ce soir, c'est un peu la table ronde inaugurale, puisqu'on se retrouve. Ce sont des retrouvailles, ce sont des vraies retrouvailles, parce qu'on ne s'est pas vus, nous, tous ensemble, autour de cette table ronde. Et on a eu peu d'interactions avec le grand public depuis 18 mois, donc c'est une chance. Alors, j'ai l'honneur de présider le conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires et puis d'animer cette table ronde ce soir. Donc, je m'appelle Francis Eustache, je suis neuropsychologue et je travaille à Caen, je dirige une unité de recherche de l'INSERM, de l'École pratique de hautes études et de l'Université de Caen-Normandie. Et donc, j'ai avec moi donc 7 collègues, mes collègues de l'Observatoire, du conseil scientifique, que je vais présenter progressivement. Et puis, les 2 organisateurs principaux locaux, Laurence et Yves, que je vais présenter aussi. Alors, on va démarrer tout de suite. Le challenge, c'est de faire un point sur les avancées dans le domaine de la mémoire. Alors, l'Observatoire B2V de la mémoire, c'est la mémoire sous toutes ses formes. C'est un des slogans qu'on utilise. C'est bien sûr la biologie de la mémoire, la psychologie de la mémoire, mais c'est aussi les aspects sociaux de la mémoire collective, les aspects intelligence artificielle. Vous voyez, on essaie de traiter tous ces aspects et de montrer comment ils sont justement interconnectés dans nos sociétés modernes, enfin plus encore dans nos sociétés modernes. Donc ce qu'on a voulu faire là, dans un temps assez court, 1h30, d'abord ce sont des petits exposés, c'est-à-dire chaque personne ici autour de la table va donner le meilleur d'elle-même. Donc mes chers collègues ont en commun d'être des passionnés, d'être bavards, donc vous voyez que je vais avoir un petit peu je vais devoir sévir peut-être à certains moments. Donc le but, c'est de parler pendant 10 minutes sur chacun dans sa spécialité, sur les avancées les plus importantes de ces toutes dernières années. Donc voilà, une brochette de connaissances qui va vous être offerte là par l'Observatoire. Alors je commence avec Robert Jaffar. Bon, beaucoup d'entre vous ici présents et puis sur Internet connaissent Robert Jaffar. C'est un des grands neurobiologistes français qui a fait beaucoup de grandes découvertes sur la neurobiologie de la mémoire, qui travaille à Bordeaux, qui est professeur émérite à l'Université de Bordeaux, et qui a choisi un thème magnifique, parce que quand on pense à la mémoire, et le cerveau, la mémoire, on pense aux traces. La mémoire, quelque part, elle est dans notre cerveau, et elle se matérialise sous la forme de traces. Et Robert est capable, en 10 petites minutes, de nous expliquer ces mécanismes complexes et puis surtout les découvertes récentes dans ce domaine qui sont nombreuses, qui nous chahutent un petit peu. Donc c'est formidable. Voilà, à toi Robert. Mon micro est branché, oui. Alors on va parler d'engrammes et d'abord qu'est-ce que c'est qu'un engramme ? La plupart des scientifiques considèrent qu'un engramme est un ensemble de cellules interconnectées à l'intérieur des structures cérébrales et entre ces structures cérébrales qui constituent le support physique de la mémoire, un support physique spécifique d'une mémoire précise, particulière. Alors l'analyse de la mémoire à partir de ces engrammes, c'est quelque chose d'assez difficile, mais elle a été rendue possible par les progrès récents effectués en neurobiologie, en particulier en génétique. Je pense à l'optogénétique,
qui permettent non seulement d'identifier, mais aussi et surtout de manipuler, et je dirais même de créer des traces mnésiques dans le cerveau qui vont pouvoir s'exprimer sur le plan comportemental. Donc l'objectif de ces travaux, c'est deux choses. Mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire, évidemment, dans tous ses aspects, son encodage, son apparition, sa formation, son évolution, dynamique en général, et sa restitution. Et le deuxième aspect de ces travaux, on s'en est rendu compte un peu par hasard, c'est de faire des prévisions sur le fonctionnement de cette mémoire, sur en particulier ses défaillances ou ses erreurs. Alors, un premier point qui me paraît tout à fait capital, c'est que tous les travaux actuels, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui travaillent à un haut niveau dans le monde là-dessus, mais tous les travaux actuels montrent que ces engrammes, que j'ai ainsi définis de façon un peu vague, mais je ne peux pas faire beaucoup mieux, sont à la fois nécessaires et suffisants pour l'expression d'une mémoire donnée particulière. Ils sont nécessaires parce qu'une fois qu'on a repéré cet engramme, il est possible de l'inhiber et on va inhiber l'expression comportementale de la mémoire. On peut également détruire sélectivement ces engrammes et supprimer sélectivement une mémoire donnée, pas la mémoire qui est à côté. Deuxièmement, ils sont suffisants, et c'est peut-être le plus important. Suffisants parce qu'il est possible d'activer, de réveiller en quelque sorte ces engrammes pour faire que l'animal, alors c'est sur des animaux bien évidemment, je ne l'ai pas dit, excusez-moi, pour que l'animal exprime par son comportement la mémoire qui est supportée par cet engramme. Donc, cette propriété de suffisance est absolument importante parce qu'il est possible à un moment donné de décider d'activer tel engramme et la mémoire va s'exprimer en n'importe où, n'importe quand, indépendamment de l'environnement de la souris, puisqu'il s'agit le plus souvent de souris concernées. Et ça rappelle un tout petit peu des travaux qui ont été faits dans le temps par Wilder Penfield, qui stimulait le lobe temporal médian de ces patients épileptiques, lesquels avaient des reviviscences comme ça. Est-ce que c'était vraiment des souvenirs? On ne sait pas, mais la différence, c'est que dans ce cas-là, il allait un peu à la pêche, parce qu'il ne ciblait pas la mémoire qu'il voulait faire évoquer. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des prévisions que l'on peut faire. Eh bien, il se trouve que les conditions de formation d'un engramme, qui sont parfaitement bien établies, permettent de faire des prévisions, en particulier sur certains faux souvenirs. Je m'explique. Ces conditions, c'est quoi? Vous avez des cellules qui sont sur les rangs, dans une structure donnée, pour devenir des cellules d'engramme. Qu'est-ce qui va faire que c'est celle-là, plutôt que celle de telle autre, qui va être prise? Eh bien, c'est parce qu'elle est la plus excitable. Donc l'excitabilité de la cellule, c'est un facteur primordial. Le problème, c'est que cette excitabilité va durer. Cette excitabilité va durer de sorte que si on a engrammé, par exemple, un contexte, un environnement donné, eh bien l'environnement qui suivra va être encodé à peu près avec les mêmes neurones. Donc il va y avoir une confusion qui fait que, par exemple, si dans ce deuxième environnement se produit un événement particulier, eh bien il va être sourcé dans le premier environnement. Donc il y a une erreur de source, ce qu'on appelle en mémoire, dans les troubles de la mémoire, enfin les troubles, les faux souvenirs, il va y avoir une erreur de source. Et on connaît ça chez l'homme, bien évidemment. Et il y a eu des expériences qui ont été faites chez l'animal, qui ont parfaitement bien reproduit ce qui se passe chez l'homme. Si vous demandez à quelqu'un de se souvenir d'un environnement où il se trouvait antérieurement, et que vous lui faites apprendre quelque chose, et qu'ultérieurement vous lui demandez où il l'a appris, il vous dira que aussi bien qu'il l'a appris dans l'environnement auquel il a pensé. Mais vous comprenez qu'avec ces stimulations, on peut faire penser l'animal. Donc, en activant
un engramme d'un souvenir ancien pendant qu'il est en train d'apprendre autre chose, eh bien, il va y avoir encore une fois une confusion de sources. Alors, sur ces faux souvenirs, on est allé beaucoup plus loin, ou ils sont allés beaucoup plus loin, puisqu'aux dernières nouvelles, en 2019, on a été capable de fabriquer un souvenir entièrement artificiel. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de comportement, et pourtant, l'animal exprimait la mémoire qui lui avait été imposée d'une certaine manière. Et quand on compare un animal qui a appris par lui-même et l'animal auquel on a imposé cette mémoire, on n'a pas fabriqué les engrammes pour en parler, mais il se trouve que les engrammes se superposent. Et comme il s'agissait de la valence d'odeur, valence émotionnelle d'odeur, eh bien il se trouve que dans les deux cas, par exemple, il y avait dans ces engrammes les noyaux amygdaliens. Amygdale, émotion. Autre aspect, la résilience. Eh bien récemment, il y a une expérience tout à fait extraordinaire, enfin moi je l'ai trouvée extraordinaire, qui a montré que la peur, ou plus exactement la disparition de la peur, par un phénomène qu'on appelle extinction, la peur disparaît jamais de toute façon, mais par un phénomène qu'on appelle extinction, va être à l'origine de la formation et de la conservation d'un engramme positif, appétitif, un engramme de renforcement, plaisant, tellement bien que la peur apparaît ou n'apparaît pas en fonction d'un équilibre entre un engramme aversif, celui de la peur, et l'engramme appétitif, celui qui a été créé par la disparition ou qui se crée au fur et à mesure que la peur disparaît. Et donc, on peut jouer sur cet équilibre et manipuler cet équilibre pour que si la peur revient, on stimule l'engramme positif et la peur disparaît. Alors, dans ce type de résultat, on sait que on peut faire appel à ce qu'il faut faire lorsque on veut obtenir la résilience, ou enfin les effets de résilience. Il y a un levier important pour les effets de résilience, c'est faire appel à des souvenirs plaisants. Ben ça a été fait chez des souris. Des souris qui avaient eu une expérience agréable, ou un mâle qui avait une expérience agréable en rencontrant une femelle. On lui fait un stress, on lui colle un stress, si je puis dire. Et si après ce stress, on active l'engramme de cette rencontre plaisante qui remonte à 2 ou 3 jours, eh bien, les effets de ce stress sur l'anxiété et la dépression disparaissent. Alors, je voudrais finir par quelque chose qui est aussi très important. C'est une découverte. C'est la découverte des engrammes silencieux. On sait que, si on se réfère à Ribot, ça remonte à plus de 150 ans, il disait que lorsqu'il y a amnésie, c'est que l'enregistrement a disparu, ou bien que l'accès à cet enregistrement est déficitaire ou impossible. Eh bien, la découverte d'engrammes silencieux répond un tout petit peu à Ribot. Qu'est-ce qu'un engramme silencieux ? C'est un engramme qui ne s'exprime sur le plan comportemental que lorsqu'on le stimule artificiellement. Ça veut dire qu'on va utiliser des stimulations artificielles de cet engramme et on va se rendre compte que l'engramme est là puisque le comportement apparaît. Donc ces engrammes silencieux, donc les premiers ont été découverts dans une amnésie expérimentale en 2015, où cette amnésie était finalement réversible d'une certaine manière, puisqu'on pouvait, en stimulant l'engramme, faire réapparaître la mémoire, eh bien, ont été découverts dans d'autres types d'amnésie. Dans l'amnésie infantile, enfin, c'est des modèles souris tout ça, faut être très très prudent. Dans l'amnésie infantile, dans l'amnésie d'une mémoire sociale, et plus récemment, dans l'amnésie chez un modèle Alzheimer, de souris Alzheimer. Ça veut dire que ces souris Alzheimer, qui n'avaient aucun souvenir de ce qu'elles avaient appris, en stimulant l'engramme, eh bien, leur comportement montrait que l'engramme était là et qu'il s'exprimait. Alors, qu'ont fait les chercheurs encore mieux, alors j'allais dire ils ont bidouillé, non, ils ont fait certaines manips au niveau du système nerveux, parce qu'ils se sont rendus compte, ces engrammes silencieux,
ils avaient le nombre qu'il faut, enfin le nombre normal de cellules d'engramme, mais leur problème à ces engrammes, c'est que leur connexion synaptique était trop faible. Donc en renforçant ces connexions, alors je ne vous explique pas comment, eh bien cet engramme silencieux a été définitivement réveillé et les souris en question ont exprimé leur mémoire tout à fait normalement. Alors en ce jour sur la maladie d'Alzheimer, c'est quand même réconfortant, c'est la bonne nouvelle, mais il y a une mauvaise nouvelle qu'il ne faut pas oublier, ce sont des souris. Ce sont des modèles souris. Ceci dit, c'est passionnant. Et cette notion d'engramme silencieux, ça va au-delà de la neurobiologie, quoi. Ça nous fait réfléchir à des aspects cognitifs. C'est-à-dire que l'engramme, il est là, même s'il ne s'exprime pas, mais il peut s'exprimer un jour. C'est très important. Et puis, tous ces travaux, bien évidemment, on souhaite que certains d'entre eux, en tout cas sous une certaine forme, soient transposables à l'homme. On pense évidemment aux maladies. C'est, comme tu l'as dit, c'est aujourd'hui la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Ça pose aussi d'autres problèmes, on y reviendra pendant la discussion, puis je pense qu'il y aura des questions dans la salle et des internautes. Ça pose potentiellement des problèmes éthiques quand c'est transposé à l'homme. Deuxième intervenant, donc Yves Tillet, qui est un des organisateurs locaux, qui a beaucoup œuvré pour cette semaine de la mémoire à Tours, qui est chercheur à l'INRAE, et sa spécialité, c'est la neuroendocrinologie. Alors, que nous dit cette discipline un peu mystérieuse, je crois, pour beaucoup d'entre nous, sur la mémoire, et comment ça nous donne des indications, peut-être sur un sujet qui n'est plus un sujet tabou, mais que les hommes et les femmes n'ont peut-être pas tout à fait la même mémoire, ou en tout cas avec des mécanismes un petit peu différents. On peut dire ça, hein. Oui, on peut effectivement partir sur cette piste-là. Donc moi, je m'intéresse au rétrocontrôle des hormones sur le système nerveux, qui sont les deux grands systèmes de communication au niveau de l'organisme, et plus particulièrement aux hormones stéroïdiennes, stéroïdes sexuels, qui vont intervenir bien sûr sur la reproduction. Mais quand on étudie ces choses-là, on va faire des études d'anatomie et on va aller observer où est-ce que ces hormones vont aller agir au niveau du système nerveux. Alors pour ça, on va étudier ce qu'on appelle des récepteurs, qu'on sait marquer en imagerie. Et puis on a commencé à étudier la distribution de ces récepteurs dans les zones qui nous intéressaient par rapport aux fonctions qu'on étudie. À l'INRAE, on étudie la reproduction des animaux, leur production, etc. Mais lorsqu'on a regardé ces images, on s'est rendu compte qu'en fait, eh bien, les récepteurs aux stéroïdes, on les retrouvait non pas uniquement dans quelques régions du cerveau, mais dans un très très grand nombre de régions. Et notamment dans des régions qui sont impliquées dans la cognition et différents aspects de la cognition, dans la mémoire aussi, et notamment dans des zones dont vous aurez certainement l'occasion d'entendre parler encore, et peut-être déjà connaissez-vous ces zones, qui sont l'hippocampe, qui sont des structures qui sont très importantes pour les aspects de mémorisation, et puis ensuite au niveau du cortex préfrontal par exemple, au niveau de l'amygdale également, donc des zones qui sont très impliquées dans la mise dans la mémorisation des événements et de leur contexte. Donc ça, c'est quelque chose qui a amené quand même à réfléchir sur le fait que finalement, s'il y avait des récepteurs dans ces zones-là, certainement qu'il y avait peut-être un rôle à jouer et que ces fonctions pouvaient être affectées par ces hormones. Partant ensuite du constat que, évidemment, les hormones stéroïdiennes sont différentes entre les hommes et les femmes, entre le mâle et la femelle. C'est de l'estradiol et de la progestérone chez les femmes ou les femelles chez les animaux, la testostérone chez le mâle. Donc ces hormones vont avoir un rôle qu'on commence à étudier dans ce cadre-là. Et ce sont des études qui ont bénéficié aussi de l'arrivée de l'imagerie. Vous entendrez, je pense, encore beaucoup parler d'études en IRM, d'activité cérébrale dans différentes conditions. Et ce qui a pu être fait depuis quelque temps, c'est justement d'étudier les capacités mnésiques d'une certaine façon, ou plus généralement les capacités cognitives. Alors là, on n'est plus dans le domaine chez l'animal, on est dans le domaine de l'humain, soit de patients, soit de personnes, de sujets sains. Et ce qui a pu être montré, c'est qu'effectivement, si on regardait les structures impliquées dans les phénomènes de mémorisation dont je viens de parler tout à l'heure, et leurs relations, en IRM, on sait très bien mettre en évidence des relations morphologiques et fonctionnelles entre différentes zones cérébrales, et bien on s'est rendu compte que cette activation
elles pouvaient être différentes en fonction soit de femmes qui étaient prises, enfin qui étaient imagées, entre guillemets, dont le cerveau était imagé à différents moments du cycle, ou alors sur des femmes qui prenaient des contraceptifs, qui sont des contraceptifs stéroïdiens. Et ce qui a pu être mis en évidence, c'est que l'activation des réseaux, notamment qui prennent en compte le cortex préfrontal et l'hippocampe, a été activée différemment sous l'effet de ces stéroïdes. Alors là, derrière, il y a eu un certain nombre de tests cognitifs simples qui ont été faits, et là, les scores sont effectivement différents. Et je pense que ce sont des approches qui ont un potentiel important en termes de compréhension de ces phénomènes, des phénomènes de mémorisation ou de ce qui est lié, en fonction alors du sexe ou du genre, selon le type d'approche que l'on va avoir. Et à mon sens, c'est quelque chose qui pourrait déboucher sur une approche un peu différente de la prise en compte, alors peut-être des pathologies, mais pas uniquement. La plupart du temps, dans le cadre des essais cliniques, le choix des patients n'est pas forcément lié au genre ou au sexe. On mélange souvent dans ces études hommes et femmes, ou mâles et femelles chez l'animal. Et je pense que la distinction du sexe pourrait peut-être permettre une autre explication, une meilleure connaissance de ces phénomènes donc de mémorisation et puis de dérèglement de ces aspects de mise en mémoire. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait déboucher sur un certain nombre d'avancées. Et puis, je ne vais pas faire attention au temps qui me reste. Non, il te reste du temps. D'accord. Et l'autre point que je voulais aborder, et qui est un petit peu complémentaire à ce que vient de dire Robert, c'est qu'il est évident que ce dont je viens de parler sur les aspects de l'interaction neuroendocrinienne au niveau de la cognition et de la mémoire, ça va être abordé aussi chez l'animal, qui sont des modèles beaucoup plus faciles pour faire un certain nombre d'expérimentations et de compréhension des mécanismes. Et ça nous amène ensuite à d'autres études qui sont réalisées, alors peut-être plus à INRAE, puis dans d'autres instituts qui s'intéressent à l'animal domestique, puisque la société prend en compte maintenant l'animal dans sa globalité, et notamment fait attention à son bien-être. On voit les mouvements L214 qui sont très actifs dans ce domaine, et ça amène les personnes qui sont intéressées ou impliquées dans l'élevage ou la manipulation de ces animaux à une compréhension de leur façon une compréhension de leur cognition, de leur mécanisme cognitif, et un certain nombre d'études qui amènent à étudier chez l'animal, alors des animaux qui sont, pour certains d'entre eux, avec une très mauvaise réputation. Parler d'intelligence d'une poule, c'est quelquefois un petit peu délicat. Malgré tout, ce sont des animaux qui sont étudiés pour leur capacité de mémorisation, de façon à un peu comprendre comment l'animal va être capable de mémoriser son environnement, puisque c'est grâce à cette mémorisation, à ces informations, qu'il va être capable ensuite de s'adapter aux conditions de vie, je dirais, pour l'animal sauvage, mais pour l'animal domestique que l'on va élever, ça va être la capacité d'adaptation à ces conditions d'élevage. Donc il y a tout un pan de recherche qui est actuellement en train de se développer, notamment dans les unités de recherche du Centre INRAE de Noisy, près d'ici, que vous connaissez certainement, et dans d'autres laboratoires également, et qui vont mettre en œuvre donc une batterie d'études pour montrer justement quelles sont les capacités cognitives des animaux, notamment des animaux d'élevage. Et là, on arrive à des choses relativement extraordinaires par rapport au schéma qu'on pouvait avoir de l'animal il y a encore quelques dizaines d'années. Pour mémoire, pendant très longtemps, on a considéré que l'animal était un peu une machine et donc incapable de penser à quoi que ce soit. Et bien maintenant, on aura l'occasion d'y revenir dans la table ronde de vendredi. On montre que les animaux sont capables de reconnaître évidemment leurs congénères, de reconnaître des personnes, de reconnaître les émotions sur des images, des photos de personnes, donc des capacités qu'on était loin de pouvoir imaginer dans toutes ces espèces. Et donc là, je pense là aussi, il y a un pan de recherche qui est en train de se développer concernant la mémoire sur ces modèles animaux, qui, je pense aussi, nous en apprendra peut-être sur les mécanismes plus fondamentaux de la mémoire, en dehors des animaux de laboratoire qui sont très très utilisés, mais pour certains aspects des modèles relativement imparfaits. Donc je pense que ces recherches donc, menées sur des espèces qui sont un peu, on va dire,
exotiques, hein, que sont les mammifères domestiques, les oiseaux, je parlais des poules tout à l'heure, et on aura l'occasion de revoir, sont des points importants qui vont permettre d'avancer dans ces compréhensions de phénomènes mnésiques. Merci, parce que en fait, ce sont des sujets qu'on n'aborde pas souvent. La mémoire des animaux domestiques, des animaux de la ferme, enfin les brebis, les chevaux, parce que ce sont les animaux qu'on voit à Nouzilly. Et je trouve que c'est très intéressant. C'est une évolution sociale qui est très intéressante de s'intéresser à la mémoire de ces animaux, les interactions avec l'homme, parce que c'est en fait un sujet majeur, il me semble. C'est un sujet qui a été longtemps ignoré, et je pense que ça revient à la façon dont l'animal a été considéré, Ouais. comme je disais tout à l'heure, comme une machine. Hein, c'est la description de Descartes, hein, l'animal qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas. Et maintenant, il y a un certain nombre d'études qui montrent que ce n'est pas vrai. Alors, il y a peut-être aussi des tendances qui ont été un peu excessives avec une approche très anthropomorphique. L'animal n'est pas une personne humaine, évidemment, mais a des capacités aussi très intéressantes et très importantes qu'on est en train de découvrir, qui vont permettre aussi peut-être de réconcilier, je dirais, tout un pan de l'élevage, de l'agriculture avec le regard du citoyen et de l'intérêt qu'il porte à ces espèces-là. Mais c'est une dimension aussi de l'observatoire, hein, c'est d'être très présent dans les problèmes de société. Hein, et je pense que c'en est un. Alors là, on va faire un saut quantique vers Jean-Gabriel Ganassia, qui est professeur d'intelligence artificielle à Paris, qui est aussi le président du comité d'éthique du CNRS, qui est philosophe, et qui va nous parler donc d'intelligence artificielle, même si ce sont des mots qu'il critique lui-même, de mémoire artificielle, un terme également qu'il critique, mais il va quand même vous en parler. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler aussi d'animaux, mais d'animaux un peu particuliers, d'animaux artificiels. Ce sont ce qu'on appelle les perroquets stochastiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un perroquet ? C'est un animal réputé pour répéter sans comprendre. Et en intelligence artificielle, depuis très longtemps, on a réalisé des machines qui sont capables de dialoguer sans comprendre, enfin du moins on suppose sans comprendre, peut-être qu'elles comprennent d'ailleurs, mais on ne sait pas très bien ce qu'elles comprennent. Et ces machines donc ont fait des progrès considérables dans les 2 dernières années, et c'est ce dont je voudrais vous parler. Alors avant cela, peut-être préciser une chose sur la notion de mémoire, puisque c'est la semaine de la mémoire, c'est qu'il y a toujours une confusion entre ce que l'on entend par mémoire au sens psychologique, ce dont vous parlez tous, et ce que l'on entend par mémoire en intelligence artificielle, mais plus généralement en informatique. Une mémoire informatique, ça se compte en kilo-octets, gigaoctets, on va même jusqu'à des téraoctets. Ces téraoctets, c'est 10 puissance 21 octets, donc c'est vraiment vertigineux. Mais la grande différence, c'est que ces mémoires informatiques sont uniquement des dispositifs de stockage d'informations. Tandis que la mémoire psychologique, et bon, je n'ose pas le dire ici devant tous ces spécialistes, mais ça comprend énormément de processus qui sont l'encodage dont on a parlé, l'accès, la consolidation, etc. Or, en intelligence artificielle, depuis le début de l'intelligence artificielle, on ne s'est pas limité simplement aux dispositifs de stockage d'informations. On a aussi essayé d'utiliser les différentes techniques pour simuler des phénomènes mnésiques. Et on l'a fait de façon extrêmement différente, avec des mémoires associatives, des techniques d'apprentissage, etc., etc. Et moi, je vais vous parler d'une technique particulière qui est la mémoire de la langue. Alors, première chose, donc, on a fait des perroquets qui étaient destinés à répondre comme un homme dans des systèmes de dialogue. Alors, ça a été imaginé très tôt, avant même l'intelligence artificielle. L'informaticien un peu mythique, Alan Turing, avait, dans un article extrêmement fameux, imaginé effectivement qu'on pourrait dialoguer avec une machine. Et ce qu'on appelle le test de Turing, c'est justement un échange avec une machine. Bien sûr, il ne l'avait pas réalisé, c'était une expérience de pensée. Il avait dit, si une machine est intelligente, elle devrait être capable de répondre à des questions comme un homme. Enfin,
décidé de dire la question un peu plus compliquée. Je ne rentrerai pas dans le détail, hein, mais c'est une mise en scène assez étonnante. Et puis, bien sûr, ce qui n'était qu'une expérience de pensée, ensuite, a donné naissance à une expérience réelle. Dans les années 70, un informaticien très connu, Joseph Weizenbaum, qui était professeur au MIT, a réalisé un système de dialogue qui s'appelait ELISA. Et celui-ci était capable de répondre. Alors, il s'intéressait un peu à la psychiatrie, une certaine tendance de la psychiatrie. Et le but, c'était d'échanger, un peu comme on échange avec un psychiatre. Ça a fait l'objet de beaucoup d'articles, c'était extrêmement populaire. Et puis ensuite, on l'a oublié. Et puis, dans les années 80-90, on s'est réintéressé à ce genre de choses parce qu'on pouvait faire des petits systèmes qui permettaient de dialoguer d'abord en tapant des textes, et puis ensuite de coupler ça à des systèmes de reconnaissance de la parole pour parler, pour échanger. Hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les chatbots, c'est-à-dire la contraction de chat, c'est bavarder, et bot, c'est les robots bavards. C'est un domaine extrêmement actif aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Les enjeux économiques sont déjà importants. D'ailleurs, vous avez sur votre téléphone portable des logiciels comme Siri ou il y a de multiples logiciels comme ça qui sont capables d'échanger avec vous. Donc, c'est un enjeu important pour les chercheurs en intelligence artificielle, et c'est un enjeu économique important, puisqu'il y a l'idée que si des sociétés comme Amazon, Google, Apple sont capables de mettre en place ces robots bavards, à ce moment-là, les clients pourront être directement en contact avec eux. Et donc, par exemple, si vous allez au restaurant, plutôt que d'aller dans le restaurant de quartier, vous pourrez de votre bureau commander votre pizza et eux-mêmes pourront faire venir votre pizza. Vous imaginez les transformations économiques qu'il peut y avoir à la clé de ce genre de choses. Alors, ces enjeux sont importants et des entreprises comme Google en particulier, depuis quelques années, ont utilisé toute la puissance de calcul qui est à leur disposition pour déployer des perroquets. Et donc, dans le cas des premiers chatbots, ils étaient faits avec des techniques classiques d'intelligence artificielle. Vous aviez des règles. Si la personne prononce telle chose, par exemple, elle dit bonjour, la machine, elle répond. Elle dit bonjour, comment ça va, ou bonjour, il fait beau aujourd'hui, etc. Et il y avait énormément de règles et ça donnait des comportements surprenants, quelquefois pas pertinents, mais c'était une conversation. Tandis que, depuis quelque temps, on essaye d'utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour ce qui sont des techniques statistiques. Et c'est pour ça que ces perroquets ne s'appellent plus des perroquets classiques, ou des perroquets mécaniques, mais des perroquets stochastiques. Et donc Google a développé depuis quelques années cela sur des très grandes masses de données. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce qu'on appelle de l'auto-encodage, c'est-à-dire qu'ils utilisent des réseaux de neurones formels, c'est-à-dire des réseaux qui sont faits avec des petits automates qui sont connectés entre eux, donc ils n'ont pas grand rapport avec ce qu'il y a dans le cerveau, mais qui s'inspirent au départ quand même de ce qu'on connaissait de la structure du cerveau dans les années 40. Les premiers réseaux de neurones formels remontent à cette époque, puis ensuite on a fait des modèles avec ces réseaux de neurones. Mais au début, bien sûr, on faisait des réseaux de neurones qui étaient très petits, qui avaient quelques dizaines, quelques vingtaines de cellules. Avec le temps, avec la puissance de calcul de machine, on a pu faire des réseaux de neurones formels beaucoup plus conséquents. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui avec ces outils d'intelligence artificielle. Donc on prend ce qu'on appelle l'auto-encodage. Vous avez une entrée, et puis vous avez un réseau de neurones formels avec des cellules à l'intérieur, puis vous avez une sortie qui correspond à l'entrée. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que la sortie, on force les poids, qui sont ce qu'on appelle les poids synaptiques, l'équivalent des connexions entre ces neurones, en sorte que la sortie corresponde à l'entrée. Donc ça donne une contraction des éléments d'information. Et ce que l'on fait sur ces techniques, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond, et entre autres lié à l'utilisation de ces technologies-là, qui ont fait beaucoup de progrès ces dernières années. Mais alors ce qui est assez étonnant, c'est que depuis 2-3 ans, on réalise des systèmes de ce type-là pour faire de l'auto-encodage, d'abord sur des très grandes quantités de texte. Je vais donner quelques chiffres pour que vous ayez une idée, c'est assez vertigineux. Et d'autre part, sur des très grandes quantités de paramètres, un très grand nombre de neurones et de connexions synaptiques.
Et ça donne donc ces modèles de langage qui, au départ, sont simplement des modèles qui sont entraînés, qui ensuite vont être utilisés dans des techniques de traitement automatique du langage naturel. Ça peut être ce qu'on appelle les systèmes de questions-réponses, ça peut être ce qu'on appelle la reformulation, ça peut être la détection d'antinomie, etc. Vous avez énormément de technologies différentes. Alors je voudrais donner juste quelques chiffres pour que vous ayez une petite idée. En 2019, donc, Google a développé le système BERT qui compte 340 millions, insiste, de paramètres et qui est entraîné sur 16 gigaoctets de mémoire. Alors, 16 gigaoctets, ça fait un nombre très très important de livres. On va voir ça un peu. Disons qu'un livre, c'est 1 mégaoctet, donc vous voyez, 16 gigaoctets, c'est des millions de livres. Et puis on va continuer, alors je ne rentre pas dans le détail, mais par exemple en 2021, c'est-à-dire cette année, SwitchC contient, donc est entraîné sur 745 gigaoctets, donc ça fait des millions de livres. Ce sont des encyclopédies en ligne. Et le nombre de paramètres, c'est 1,57 10 puissance 12. Alors ça fait, vous voyez, ce sont des milliers de milliards. C'est les trillions. Alors le problème, c'est que le trillion n'a pas le même sens en anglais et en français. Donc c'est des trillions français, des milliers de milliards, et ça vous donne une idée. Donc ça constitue des mémoires de langue. Alors, je suis désolé, parce que comme l'a dit Francis tout à l'heure, je suis enthousiaste. J'espère vous faire partager mon enthousiasme. Non, mais ils le sont tous. Ils le sont tous, Jean-Gabriel. J'ai dit l'essentiel. C'est fantastique. Et c'est fantastique. Alors, on a souvent des discussions avec les éthologues. Est-ce que le langage est spécifiquement humain ? Enfin bon, on peut débattre. Mais là, on se pose aussi la question, est-ce qu'il est spécifiquement humain quand on t'entend, toi, avec l'intelligence artificielle, ce qui est encore un autre débat. Enfin, si vous allez dîner chez des amis, moi j'ai retenu le concept de perroquet stochastique. Je pense que c'est pas mal pour l'apéritif. Je pense que c'est un bon concept. Alors, on va aborder maintenant des aspects plus cliniques, parce que la mémoire, c'est aussi les maladies de la mémoire, les troubles de mémoire qui nous préoccupent tous. Donc, il y a plusieurs exposés là qui vont s'enchaîner sur cette thématique, en commençant par Hélène Amieva, donc, qui nous vient de la belle ville de Bordeaux, et qui est neuropsychologue, mais qui est aussi épidémiologiste cognitiviste, on pourrait dire, parce que tu t'intéresses plus particulièrement à l'épidémiologie des modifications cognitives au cours du vieillissement, au cours des maladies neurodégénératives. Donc c'est une science passionnante. C'est une sorte de point de départ qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble et qui nous donne énormément de données et qui nous fait réfléchir. Alors explique-nous tout ça. Alors bonsoir d'abord. Effectivement, je suis toujours censée, dans ce conseil scientifique, parler au nom de l'épidémiologiste, même si ce n'est pas ma formation initiale. Mais j'ai découvert l'épidémiologie et ça m'a passionnée. Et j'ai effectivement constaté à quel point cette discipline était en mesure d'éclairer en fait les questions qu'on se pose sur le fonctionnement de notre cerveau à l'échelle de la population, non pas à l'échelle de l'individu, mais c'est justement ce qui m'intéressait beaucoup. Alors, la question qui nous est posée à tous et à toutes successivement, c'est quelle découverte ces dernières années dans notre discipline. Alors moi, je peux aller très très vite en fait. Dans le domaine de l'épidémiologie, quelle est la dernière découverte, quel est le scoop récent, tout frais, tout chaud, à partager au cours de ce dîner entre amis que vous aurez demain et au cours duquel vous évoquerez ces fameux perroquets stochastiques. Pas de news, pas de scoop. Voilà, on peut s'arrêter là. On passe au prochain orateur. Pas de scoop, je ne vais pas vous annoncer un énième facteur de risque, je ne sais pas, sauter à l'élastique, qui protégerait de la maladie d'Alzheimer ou de je ne sais quelle autre maladie du cerveau. Je ne vais pas vous annoncer ça, même si je suis sûre que tout existe et vous savez que presque chaque mois, il y a une nouvelle parution un peu farfelue sur tel facteur de risque ou de protection de la maladie d'Alzheimer ou autre démence. C'est pas ça en fait ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Il n'y a pas de nouvelles découvertes. Je crois qu'on a exploré beaucoup de facteurs de risque. Mais pour autant, dire qu'il n'y a pas de nouvelles découvertes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avancée en épidémiologie. En réalité, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup, parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, on est en mesure de capitaliser des quantités
considérables de recherche épidémiologique qui maintenant sont suffisamment nombreuses en France, en Europe, dans le monde, qui ont aussi suffisamment de recul pour qu'on puisse tirer de tout ça une véritable connaissance, une photographie, j'ai presque envie de dire une radiographie de l'épidémiologie du vieillissement cognitif. Et c'est ce qu'on n'était pas en mesure de faire il y a encore 10 ans. Moi, ça fait un certain temps que je fais des conférences sur l'épidémiologie du vieillissement cognitif. Et il y a encore pas si longtemps, je me contentais, entre guillemets, de lister un certain nombre de facteurs qui avaient été associés à plus ou moins de risques de développer une maladie liée au vieillissement, comme la maladie d'Alzheimer. Et puis, en bon épidémiologiste, je passais mon temps aussi à dire, oui, mais attention, soyons prudents, ça n'a été rapporté qu'une fois, 2 fois. Il y a d'autres études qui montrent le contraire. Et pourquoi? Essayons de comprendre, etc. L'épidémiologie, c'est vraiment une discipline un peu à part dans les sciences médicales. C'est une discipline qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup de prudence aussi, beaucoup de temps, parce que quand l'épidémiologie, c'est caractériser, c'est de comprendre l'apparition d'un phénomène de santé, une maladie quelconque, et surtout essayer de comprendre les déterminants de cette maladie. Par conséquent, pour cela, on a besoin de suivre un grand nombre de personnes qui se portent plutôt bien, qui vont mettre un certain temps à développer telle ou telle maladie, et ensuite on cherchera à comprendre pourquoi certains individus ont développé cette maladie et d'autres pas. Par conséquent, tout ça ne peut pas se faire en 1 an ou 2 ans. Et donc, un épidémiologiste sait très bien que lorsqu'il démarre une étude, il en a pour 5 ans, 10 ans, avant d'en tirer véritablement des fruits et des connaissances. Donc, si vous êtes impatient, si vous êtes impulsif, un homme ou une femme pressée, ne faites pas d'épidémiologie, c'est pas pour vous. Et voilà. Et donc, ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a le bénéfice de toutes ces études qui ont été mises en place il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. En fait, l'épidémiologie du vieillissement cognitif, elle est vraiment née il y a 30 ans. Et petit à petit, des différentes équipes dans le monde ont initié des études qui aujourd'hui parlent. Et c'est la multitude de ces résultats confrontés les uns aux autres, parce que je disais que l'épidémiologiste c'était quelqu'un de très patient, mais c'est aussi quelqu'un de très prudent. Il y a une petite blague entre nous, toujours, qu'on se fait quand on arrive dans une réunion, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas quelle est la spécialité des uns des autres, on repère toujours l'épidémiologiste autour de la table. L'épidémiologiste, c'est celui qui conteste, qui n'est jamais d'accord, qui se demande si vraiment le résultat peut être répliqué, qui va chercher le biais qui explique ce résultat. Voilà. Donc, il nous a fallu cette prudence, cette patience ces dernières décennies avant d'avoir cette vision très claire, et aujourd'hui on peut le dire comme ça, de ce qu'est l'épidémiologie du vieillissement cognitif. À tel point qu'on est en mesure aujourd'hui d'attribuer une part de risque, une part quantifiable de risque à tel ou tel facteur. Je m'explique. On va beaucoup plus loin que de dire l'hypertension est un facteur de risque de maladie d'Alzheimer. Ça fait déjà 20 ans qu'on le sait. Aujourd'hui, en poulant, en mettant, en regroupant la quantité de données issues de multiples études dans le monde, on est capable de dire l'hypertension explique 2% du risque de maladie d'Alzheimer. On est capable de dire l'éducation, le fait d'un décrochage scolaire qui ne permet pas d'aboutir à un parcours éducatif, ça peut expliquer 7% du risque de développer ensuite, en vieillissant, des maladies du cerveau. C'est ce qu'on appelle la part attribuable d'un risque. Donc on est vraiment capable, sur le plan quantitatif, d'évaluer ce que chacun des facteurs, et ils sont nombreux, dans quelle mesure chacun des facteurs contribue au risque de développer une maladie de la mémoire en vieillissant. Donc on est très précis sur cet aspect-là, sur cette part de risque. On est aussi capable de dire à quel moment de la vie ce facteur joue. L'éducation, ça c'est pas très difficile à imaginer, c'est forcément dans les premiers âges de la vie. L'hypertension, c'est plutôt en milieu de vie, chez le jeune adulte.
Les troubles de l'audition, j'ai moi-même travaillé un peu là-dessus, c'est au milieu de la vie que ces troubles de l'audition, une perte d'audition peut favoriser un déclin de la mémoire plus tard, alors que des facteurs comme la dépression, comme l'isolement social, comme la sédentarité, ce sont des facteurs qui vont jouer plus tôt dans les âges avancés de la vie. On est capable, je le dis comme ça, ça a l'air très anecdotique, mais c'est sur la base, comme je le disais, de multiples études, des modèles statistiques derrière qui sont très, très sophistiqués, très compliqués, qu'on est capable de quantifier et de dire à quel moment, au cours de la vie, ces facteurs jouent. Donc c'est ça l'avancée assez considérable, et on est même capable d'aller plus loin en déclinant cette photographie de l'épidémiologie, des différents facteurs contribuant au déclin de la mémoire, en déclinant cette photographie selon les territoires, parce que la part de ces facteurs de risque n'est pas exactement la même en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Inde, en Chine, en Europe. Donc on est même capable d'introduire cette subtilité-là. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, tous ces pays, y compris en Chine, en Inde, alors c'est moins vrai, hélas, pour l'Afrique, mais on espère, et on a des collègues, et en particulier l'unité d'INSERM à Limoges qui travaillent sur ces questions-là. On espère qu'on sera en mesure d'initier des études épidémiologiques en Afrique aussi. Mais voilà, parce que chaque continent, chaque pays a fait cet effort ces 20-30 dernières années. Aujourd'hui, on a cette connaissance vraiment très précise des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer. Et c'est très important parce que c'est ça qui donne aujourd'hui du corps, du réalisme à la prévention. On parle beaucoup de prévention aujourd'hui, et je pense que d'autres personnes autour de la table ronde en parleront. C'est aujourd'hui la journée mondiale sur la maladie d'Alzheimer, donc on en parle aussi beaucoup à d'autres occasions. Mais c'est justement toutes ces études qui viennent alimenter et donner du réalisme à ces stratégies de prévention, parce qu'on sait exactement quels facteurs jouent, comment et à quel moment. Merci beaucoup, Hélène, pour cette explication, cette démonstration magistrale. On voit toute la puissance de cette discipline, et puis on voit aussi ta prudence. On a bien compris qu'on reste prudent devant les données. On va continuer ce thème de la prévention, mais maintenant une prévention plus singulière, plus tournée vers le patient. Donc avec à ma gauche Catherine Thomas-Antérion, qui est médecin neurologue, qui est spécialisée dans le domaine de la neuropsychologie, ce qu'on appelle aussi la neurologie du comportement. Donc je veux bien que tu rebondisses sur l'exposé d'Hélène, mais cette fois-ci plus transposé aux situations cliniques, aux situations d'une personne qui se pose des questions sur son fonctionnement de mémoire. Est-ce que la mémoire décline ? Est-ce que c'est une maladie, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça aujourd'hui ? Alors, la première chose où j'aimerais réagir, c'est la place de la prévention dans la médecine. Voilà. Dans le soin, il y a une grosse part de prévention. Alors, vous le savez, parce que vous allez tous voir votre médecin. Et jusqu'à ces dernières années, il y avait 3 grands domaines. Il y avait l'infectieux, avec les vaccinations, etc. Tous les règlements, on parle suffisamment pour prévenir les maladies infectieuses, notamment chez l'enfant. Il y avait bien sûr les maladies cardiovasculaires, notamment parce que les études épidémiologiques sont très anciennes, robustes, il y a énormément de choses. Donc on avait de quoi mettre des plans en place pour prévenir. Et c'est comme ça, par exemple, que la fréquence des accidents vasculaires cérébraux en France a complètement chuté, parce qu'on a mieux contrôlé de très nombreux risques. Et puis bien sûr la cancérologie. La cancérologie, avec à la fois des campagnes de dépistage, mammographie systématique, cancer du côlon, enfin tout ce que vous connaissez, et puis grande campagne pour lutter contre le tabagisme, pour lutter par exemple aussi contre le tabagisme passif. On n'en a pas parlé pendant des années, puis on s'est rendu compte. Grande campagne contre l'amiante, etc., etc. Le domaine de la cognition et, je dirais, le domaine de la santé mentale, parce qu'on les rapproche actuellement, étaient un peu des parents pauvres. Voilà. Parce qu'on n'a longtemps pas eu les études. Et comme vient de le dire Hélène, maintenant on a des données robustes, 20 ans, 30 ans pour certaines études, notamment dans le vieillissement, pour pouvoir
au niveau du médecin, première ligne, avoir des recommandations dans un certain nombre de domaines et des messages relativement clairs. Alors, il y en a 4 que je voudrais sélectionner. Donc, le premier, c'est un message que vous allez voir chez votre médecin généraliste. Il y a des affiches, pas tous, mais certains, chez les gynécologues et chez les pédiatres. C'est le 0 alcool pendant la grossesse. Alors, vous me direz, c'est pas tout à fait la mémoire, mais c'est quand même la cognition. Maintenant, il y a des travaux absolument robustes pour alerter sur le risque de l'alcool, même à petite dose, sur le développement du cerveau, sur notamment le développement intellectuel et éventuellement même le retard de QI. Donc maintenant, c'est tolérance zéro. Et c'est un véritable problème, vu la banalisation de l'alcool, entre guillemets, qui n'est plus genré. Ça, on peut peut-être s'en réjouir, hein, par rapport à ce que tu disais. Donc voilà, mais en même temps, il y a des périodes de la vie où vraiment il y a des précautions importantes. Alors par rapport au vieillissement, on commence à identifier effectivement des facteurs qu'il faudrait peut-être mieux prendre en compte médicalement, mieux accompagner pour éventuellement prévenir certaines maladies. Voilà. Alors néanmoins, il faut être quand même très prudent, hein, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on est à peu près clair, mais recommander précisément quelque chose, voilà. Donc il y a une prise de conscience du corps médical, du ministère de la Santé, des HAS, enfin, toutes les instances, sur quand même le danger actuel de la commercialisation de perlimpinpin, des plantes de je ne sais pas quoi qui sont dangereuses, achetées sur Internet, faites n'importe où, des aliments qui n'ont jamais rien prouvé quoi que ce soit, du moins on ne sait pas à quelle dose, etc. Voilà. Donc il y a eu une petite prise de conscience. Et par exemple, en 2019, le ministère de la Santé a sorti une note. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est pas toujours facile à appliquer, mais en même temps, ça veut dire qu'au niveau des recommandations, c'est robuste, qui s'appelle « Bien vieillir ». C'est passé un petit peu à l'as parce que ce n'était pas bien le moment avec la Covid, mais qui est une note où on écrive « Bien vieillir » en 2019-2021, où on flèche des actions dans l'idée on va mieux vieillir en termes de santé mentale, réduire les risques de dépression, de suicide de la personne âgée, etc. Et en termes cognitifs, c'est quelque chose de très important. Donc qu'est-ce qu'on flèche dans ces actions ? L'exercice physique. Et au-delà de l'exercice physique, une lutte contre la sédentarité. Alors, l'OMS est allé plus loin parce qu'ils ont utilisé des slogans qui valent ce qu'ils valent, hein. La règle des 5000 ou 10 000 pas par jour. Alors c'est plus complexe que ça parce que est-ce que c'est juste marcher tous les jours ou faire du vélo tous les jours ? Est-ce que c'est faire un effort un peu intense dans la semaine ? Lequel ? Etc. Enfin finalement, c'est un peu comme les fruits et légumes. On se dit, allez, 5000 pas par jour. Quelque part, ça met dans l'esprit, on peut peut-être monter à pied de temps en temps, on peut peut-être descendre du bus un arrêt plus tôt, on peut peut-être marcher un peu plus, et ça se fait gentiment. Voilà, je pense que l'idée, elle est vraiment là. Pour le moment, personne ne va vous dire il faut faire 10 000 pas plus 3 minutes de vélo et 2 minutes de quelque chose, mais bouger, bouger, bouger. Et à tel point qu'il y a des municipalités qui commencent, par exemple, à rembourser des séances de coach sportif senior pour remettre à l'activité physique des personnes qui avaient négligé cet aspect de leur santé globale, tellement on y croit, en quelque sorte. Le deuxième aspect dans le bien vieillir, c'est l'alimentation. C'est plus flou. La règle qui va se dégager, c'est essentiellement manger de tout. Voilà, avec ça, manger régulièrement. Mais l'air de rien, c'est énorme. Voilà, donc voilà. La troisième règle, ça va être établir, autant qu'on le peut, etc., surtout avec la période actuelle, des liens sociaux. Voilà. Alors, ça paraît benet de se dire, finalement, parler à mon voisin, faire mes 3 repas par jour, aller faire un petit tour à pied, mais vraiment, c'est comme ça qu'on va commencer la prévention, et il y a vraiment une volonté d'aller dans les choses simples, où les citoyens peuvent se prendre en main tout seuls, ne sont pas dépendants des marchands à acheter je ne sais pas quoi, et à être dans une espèce de dynamique collective. Donc je pense que c'est vraiment un début de quelque chose qui est vraiment intéressant, d'autant plus d'impliquer les médecins là-dedans. Personnellement, je trouve que c'est une très grande avancée. Bon. Alors, par rapport à ça,
les troubles de mémoire. Les troubles de mémoire, on n'est pas comme dans une maladie cancéreuse où on va savoir faire un test de dépistage, récupérer une situation avant qu'il ne soit trop tard et soigner quelqu'un. On n'en est pas là du tout, mais on le sera peut-être, puisqu'on connaît pour un certain nombre de maladies certains dosages biologiques qui nous aident à faire le diagnostic de la maladie lorsqu'elle est déclarée. C'est possible qu'il se développe des tests, etc. Il faut qu'on s'y prépare au niveau éthique, notamment, pas que. Et il y aura peut-être un jour des traitements préventifs. On n'en est pas là. Pour le moment, on est dans l'organisation, ça fait 20 ans, mais ça continue, de l'accès des personnes qui se plaignent de leur cognition, de leur mémoire, mais aussi du langage, des gestes, de la reconnaissance, pour qu'ils puissent en parler à leur médecin généraliste et accéder à des consultations de mémoire, soit de proximité, donc en ville ou dans des hôpitaux périphériques ou généraux, ou dans des centres mémoire recherche ressources dans les CHU français, pour qu'on ait accès aux soins le plus tôt possible, et pour avoir un accompagnement psychosocial adapté, et pour mettre en place des mesures médicamenteuses ou non les plus adaptées possibles. Donc ça, on a progressé, mais c'est lent, ça demande des moyens, ça demande des filières, mais ça progresse bien. Et probablement, ce télescopage du bien vieillir va probablement réalimenter ce besoin d'aller plus loin dans le bilan. Alors, par rapport aux malades, ces règles du bien vieillir s'appliquent aussi. C'est un petit peu flou, mais on commence à avoir pas mal de travaux qui montrent que des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, puisque c'est la journée Alzheimer aujourd'hui, c'est très important pour maintenir certains paramètres cognitifs, certains paramètres de santé générale. La santé générale, c'est la nutrition, c'est le sommeil. Pour maintenir des paramètres de comportement, comme vaincre l'apathie, vaincre le repli, de mettre en place des règles alimentaires régulières et de l'exercice physique. Donc maintenant, on pousse nos patients qui ont des maladies d'Alzheimer à se remettre à l'exercice physique, à marcher, etc. Et ce n'est pas qu'un pansement occupationnel, on rentre comme ça dans des choses plus argumentées. Alors enfin, par rapport à la cognition, la santé mentale, il y a une inquiétude et des travaux qui commencent à se mettre en place chez les enfants, et les pédiatres ont beaucoup alerté là-dessus, et les adolescents, par rapport à la sédentarité. Alors il y a le problème des écrans dont on parle tout le temps, notamment la lumière bleue la nuit, etc. Mais au-delà de ça, il y a trop d'écrans, pas assez de sommeil, mal manger, plus bouger. Voilà. Et là, on s'expose à des problèmes de santé publique qui ont l'air d'inquiéter beaucoup de monde. Et en toute fin, une grande nouveauté, c'est l'intérêt des neurosciences pour l'environnement et des travaux de haut niveau scientifique, pas juste du blabla, de l'habillage, sur l'apport des paramètres naturels sur notre santé mentale et notre cognition, notamment l'exercice physique au grand air, voire le poster de campagne dans le bureau, etc. Et on voit émerger le rapprochement de la santé publique, des architectes qui veulent repenser l'habitat, les villes, etc., et des politiques qui sont derrière. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'un petit peu extraordinaire, d'être en train de vivre une espèce de mutation de société, enfin du moins on peut y croire. Merci Catherine. Et donc il faut visiter les châteaux de la Loire, leurs parcs, les forêts. Laurence Taconna, professeure de psychologie du vieillissement tout particulièrement, donc qui travaille dans un laboratoire dans ce domaine. Donc le vieillissement en dehors des maladies. La mémoire. Alors la mémoire, qu'est-ce que devient dans le vieillissement dit normal ? La mémoire dans le vieillissement dit normal, je pense que comme peut-être plusieurs personnes l'ont déjà expérimenté, elle a tendance parfois à flancher un petit peu. Ce qui peut inquiéter quand on commence à avoir du mal à retrouver le nom de quelqu'un ou ne plus se souvenir de où on a posé ses affaires ou du nom du dernier film qu'on a vu, on a peur qu'Alzheimer nous guette. Mais en fait, dans la plupart des
cas, les petits déficits de mémoire, les petits manques de mémoire qu'on peut observer dans le vieillissement sont normaux. En effet, la mémoire, c'est une fonction corporelle, c'est une fonction du cerveau, donc une partie du corps. Et comme tout le reste du corps, le cerveau vieillit un petit peu, et donc les fonctions qui sont sous-tendues par le cerveau, comme la mémoire, eh bien, vont diminuer un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément dans le pathologique. Alors, ce qui caractérise les effets du vieillissement normal sur la mémoire, c'est que tous les types de mémoire, tous les systèmes de mémoire ne sont pas touchés de la même façon. Je peux donner deux exemples ici, deux exemples de systèmes de mémoire qui vont avoir un parcours différent avec le vieillissement. C'est par exemple la mémoire sémantique, ce qu'on appelle la mémoire sémantique. La mémoire sémantique fait référence à nos connaissances générales sur le monde et fait référence également au lexique, c'est-à-dire les mots que nous avons pour évoquer, pour nommer ces connaissances que l'on a sur le monde. Eh bien, cette mémoire sémantique va plutôt s'améliorer en vieillissant. Donc les effets de l'âge sur la mémoire ne sont pas toujours des effets négatifs. Les connaissances, elles, eh bien, ont tendance à s'améliorer jusqu'à très tard dans la vie. On peut acquérir de nouvelles connaissances. Alors ce qui caractérise cette mémoire sémantique, c'est que les connaissances que l'on a, on n'est pas forcément en mesure, de les contextualiser, de retrouver le contexte dans lequel on a acquis ces connaissances. Voilà, ce sont des connaissances générales. On sait que Paris est la capitale de la France, mais on ne sait pas où et quand, comment on a appris que Paris était la capitale de la France. C'est une connaissance générale. C'est ce type de connaissance qui a tendance à s'améliorer avec le vieillissement. Au contraire, quand on dit qu'on a la mémoire qui flanche, qu'on a des problèmes de mémoire, on parle d'un autre système de mémoire qui est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est une mémoire qui permet d'associer un événement à un contexte. Quand on a un souvenir, donc ce qui caractérise la mémoire épisodique, un souvenir est associé à son contexte d'acquisition. La mémoire épisodique permet de faire un voyage mental dans le temps qui nous permet de revivre par exemple un événement en se souvenant de cet événement et du contexte dans lequel on l'a vécu. C'est cette mémoire-là qui a tendance à subir un petit peu les effets négatifs du vieillissement. Et dans cette mémoire épisodique, eh bien, il y a plusieurs façons en laboratoire en tout cas, plusieurs façons de mesurer la mémoire épisodique. Par exemple, on parle de tâches de rappel. Rappelez-vous du nom de l'orateur qui a parlé en premier des engrammes, par exemple. Est-ce que quelqu'un ici s'en souvient ? Voilà, il va falloir rechercher dans votre mémoire. Eh bien, ça, c'est de la mémoire épisodique où on vous demande de rappeler quelque chose, un nom en l'occurrence. Ça, c'est parfois difficile. Hein. Les tâches de rappel sont difficiles. Ou au contraire, on peut mesurer la mémoire épisodique avec des tâches de reconnaissance où on va vous redonner le nom. Est-ce qu'il s'agissait de Robert Jaffard ou de Francis Eustache qui vous a parlé d'engramme, voilà, l'un ou l'autre. Là, je vous redonne le nom, vous avez juste à reconnaître le nom correct. Ça, c'est une tâche de reconnaissance. Alors, les effets du vieillissement sont différents sur les tâches de rappel où il faut vraiment produire le souvenir. Et les tâches de reconnaissance où on a l'information et il suffit de reconnaître l'information correcte parmi d'autres informations. Ces tâches de mémoire-là subissent moins les effets de l'âge. C'est-à-dire que quand on vieillit, on arrive toujours mieux à reconnaître une information plutôt qu'à la rappeler. Alors, pourquoi ? Alors, il y a bien sûr, il y a beaucoup de raisons. Je vais parler d'une raison ici. C'est qu'en fait, pour rappeler une information, il faut vraiment aller rechercher dans sa mémoire et essayer de produire des stratégies de récupération qui demandent un effort cognitif
assez considérable. Considérable est peut-être un peu fort comme mot, mais vous voyez ce que je veux dire, quand on veut rappeler, parfois c'est difficile, alors que reconnaître, ça demande beaucoup moins d'efforts. Alors qu'est-ce qui permet de mettre en place ces stratégies, cet effort pour voilà, faire des tâches difficiles de mémoire? Eh bien, c'est aussi une zone cérébrale dont Yves Tillet a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est le lobe frontal, qui est le siège de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. En fait, ce sont des fonctions de contrôle et qui nous permettent de mettre en place des stratégies, alors soit des stratégies d'encodage ou de récupération, comme c'est le cas dans les tâches de rappel. Et en fait, ce cortex frontal, ce lobe frontal, est la partie du cerveau qui subit le plus précocement les effets de l'âge, le plus précocement ces effets de l'âge. C'est pour ça que certaines tâches qui nécessitent justement du contrôle, des stratégies, vont devenir plus difficiles à réaliser quand on vieillit que des tâches un peu plus faciles qui nécessitent moins d'efforts, hein, si on voulait résumer ça. Alors ça, c'est quelque chose, ces recherches sont... pas forcément anciennes, mais voilà, il y a beaucoup de recherches qui ont montré qu'effectivement, les déficits de mémoire associés à l'avancée en âge étaient pour beaucoup, en fait, la conséquence de ce déficit exécutif, de ce vieillissement cérébral qui commence donc au niveau frontal. Et à l'heure actuelle, et c'est le cas dans mon laboratoire, on s'intéresse à d'autres facteurs qui sont des facteurs, on va dire, contextuels. Parce que voilà, la mémoire subit un effet de l'âge. On sait en gros pourquoi, au niveau cérébral, au niveau des processus cognitifs, on sait bien pourquoi. Mais ce qu'on découvre à l'heure actuelle, c'est que les effets du contexte social, mais aussi du contexte affectif, peut aussi avoir une incidence sur la mémoire. Et donc au laboratoire, on s'est intéressé à plusieurs phénomènes dans ce contexte-là, mais on s'est intéressé en particulier à quelque chose qui s'appelle l'effet de la menace du stéréotype. Alors, la menace du stéréotype peut diminuer les performances des personnes âgées, on va appeler les personnes comme ça, les personnes âgées, dans certains contextes. Alors, qu'est-ce que c'est que la menace du stéréotype? Donc, un stéréotype, vous savez sans doute tous de quoi il s'agit. Il s'agit de caractéristiques un peu générales qui nous permettent, en gros, de catégoriser les personnes, de faire des groupes. Certains stéréotypes sont négatifs, et un stéréotype bien connu dans le vieillissement, c'est la perte de mémoire, la mémoire qui flanche avec le vieillissement. Ce qui fait que lorsqu'une personne qui n'a plus 20 ans va aller passer un test de mémoire, eh bien, ce que va se dire cette personne, c'est « oulala, je n'ai plus 20 ans, la mémoire, c'est difficile, la mémoire, voilà, Alzheimer me guette peut-être, ça me stresse, ça me fait peur, je ne vais pas réussir, de quoi je vais avoir l'air, etc. » Voilà ce qu'on peut se dire éventuellement dans ces circonstances. Et au moment où on passe le test de mémoire, eh bien, si on pense à tout ça, si on pense « oulala, je ne vais pas réussir, je suis une vieille personne, là, qu'est-ce qu'on me veut, c'est compliqué voilà. » Ben pendant qu'on pense à tout ça, on ne pense pas à faire correctement la tâche. Et ça peut avoir une incidence, en fait, de façon indirecte sur nos performances. En fait, toutes ces pensées intrusives vont détourner notre attention et on ne va plus se focaliser sur ce qu'on doit faire pour réussir la tâche. Et donc, ça peut donc avoir une incidence négative qui est juste liée au contexte un peu stressant lorsqu'on passe une tâche de mémoire. Et juste, je termine là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on le sait, on peut mettre en place des situations d'examen ou d'expérience en fonction de là où on est pour justement diminuer ces effets négatifs du contexte social sur la mémoire. Oui, parce que ça peut biaiser les résultats au test et avec des conséquences, y compris sur le diagnostic. Voilà, on appelle ça la menace du stéréotype. diagnostic aussi.
Alors, on a vu les travaux de neurobiologie, de neuropsychologie, d'épidémiologie, de psychologie cognitive, et nous avons parmi nous un éminent historien, donc directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale et des événements très contemporains, donc Denis Péchanski. Donc comment s'intègrent les recherches d'un historien sur la mémoire collective avec tout ce qu'on vient d'entendre? Est-ce que c'est à côté ou est-ce que c'est avec, dedans? Explique-nous. Alors, ce qui est rassurant, c'est que je vois le compteur, il me reste 19 minutes 47 secondes. On négociera donc ensuite. Ça me laisse assez de temps pour expliquer un petit peu quelques-unes de ces questions majeures. Je vais simplement aller très vite déjà sur la question de la mémoire collective. Bon. La mémoire collective, c'est une représentation sélective du passé qui participe à la construction identitaire d'une société ou d'un segment de la société. Bon. À partir de là, toutes ces réflexions-là ont des décennies et des décennies, depuis Alvax, milieu des années 20, mais puis une sorte de deuxième révolution de la mémoire collective depuis les années 70-80. Et là, il y a eu beaucoup de progrès, de réflexion sur ce que j'appelle les régimes mémoriels, c'est-à-dire des configurations stabilisées, mémorielles, et qui sont structurées autour de figures. Bon, alors je vais prendre plusieurs exemples. Par exemple, si je vous dis mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, années 60, De Gaulle, vous allez me dire, ah oui, la figure structurante, c'est le résistant. Bon, ça tombait bien, puisqu'il y avait De Gaulle qui mettait ça en avant, et pour cause, puisque quand il vient au pouvoir, il revient au pouvoir en 58, sa légitimité, elle est évidemment née de l'appel du 18 juin. Et puis ça tombe bien, parce qu'il est en face des communistes, qui eux aussi mettent en avant la figure du résistant. Et puis, depuis le milieu des années 80, et pas avant, la figure centrale d'un nouveau régime mémoriel qui se construit, c'est la figure de la victime juive. Bon. Donc on voit bien déjà l'intérêt de cette clé, c'est-à-dire que la mémoire est dans l'histoire, elle évolue avec le temps. Puis on va prendre d'autres exemples. Bon. La mémoire du 13 novembre, là, il y a le procès, vous le savez, des attentats terroristes du 13 novembre 2015. La mémoire du 13 novembre, elle s'est construite autour de quelle figure? La figure de la victime. C'est la figure de la victime qui est centrale. Bon. Alors je pourrais développer, mais je n'aurai pas le temps pour expliquer cela, mais on pouvait très bien associer à cette figure de la victime, la figure de héros. Le policier, les médecins qui intervenaient, les pompiers, les voisins qui ouvraient les portes, ceux qui descendaient à la belle équipe, le gars qui est descendu avec sa trousse de secours et qui a essayé d'aider les survivants, et qui, soit dit en passant, est descendu avec un grand reporter et puis un officier de Tsahal. Ils habitaient tous les trois dans le coin, ils connaissaient un petit peu ces questions-là. Bon, et puis même au Bataclan, on se dit, dans le Bataclan, devant l'horreur, les gens vont, ils vont essayer de s'en tirer et puis pas penser aux autres. Or, ça a été un lieu de solidarité et de fraternité extraordinaire pour essayer de se sauver les uns les autres. Et puis d'aider ceux qui étaient les plus faibles pour passer devant. Bon. Donc on voit bien que ça pouvait être encore autre chose. Or, c'est la figure de la victime. Dernier exemple, le Covid. Quelle est la figure structurante de cette mémoire en train de se construire? C'est ça qui est intéressant dans la contemporanéité même de l'événement. Quelle est la figure structurante de la mémoire collective du Covid? C'est pas la figure de la victime. Alors, ça l'est encore moins aujourd'hui. Hier, c'était bien sûr, on avait de l'empathie pour des personnes, mais qui, quand même, dans leur grande majorité, des personnes déjà très âgées, c'était pas eux qu'on mettait en avant, c'était la figure du héros soignant. Et c'était le 20h, tout le monde applaudit, etc., etc. Le président de la République qui déplace
sa communication politique de 4 minutes pour laisser le temps des applaudissements. Tout à fait étonnant. Bon. Et la figure de la victime, il y avait une empathie, mais pas au-delà. Aujourd'hui, même, ça se complique pour la victime, parce que la victime, actuellement, c'est le non-vacciné. Donc ça devient une figure négative. Donc vous voyez que toutes ces questions-là sont intéressantes parce qu'on voit que ces configurations mémorielles peuvent bouger, sont différentes suivant les périodes, et en plus que la mémoire peut agir sur l'histoire. Quand en janvier 2015, la grande manifestation du dimanche du 11 janvier 2015, 4 millions de personnes, il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues de Paris, 4 millions de personnes mobilisées au nom de quoi ? Au nom des valeurs héritées de la Révolution française et de la République laïque un siècle plus tard. Ça veut dire qu'on a mobilisé la mémoire pour agir dans le présent. Donc on voit la complexité de ces phénomènes, régime mémoriel, conditions de la mise en récit mémoriel, tout ce qui permet de comprendre cette mémoire collective. Alors là où ça se complique, c'est que les principales avancées maintenant depuis quelques années, c'est de comprendre qu'il est impossible d'appréhender pleinement cette mémoire collective si on ne prend pas en compte tout ce qui vient d'être dit ici, c'est-à-dire en particulier les dynamiques cérébrales de la mémoire. Et qu'il est impossible, et ça vous le savez mieux que moi, et personne ici présente, qu'il est impossible de comprendre pleinement les dynamiques cérébrales de la mémoire si on ne prend pas en compte l'impact du social. Ça, c'est le cœur d'une véritable révolution épistémologique. C'est le cœur des travaux qui ont été lancés depuis maintenant, on va dire, une quinzaine d'années, et où on s'est retrouvé en quelque sorte. Parce que si on prend ça comme postulat, ben ça veut dire que, évidemment, moi, historien, les sociologues, les philosophes, il faut qu'on travaille avec des neuroscientifiques, avec des psychologues, des neuropsychologues, des cliniciens, des épidémiologistes. Tout ça doit travailler ensemble. Bon. Alors, on l'a fait. On l'a fait pour notre part. Pour prendre un exemple, on avait commencé à partir de ce postulat qui est né du côté entre Paris et New York à la fin des années 2000. On a commencé en travaillant, en prenant deux événements références, le 11 septembre déjà, et puis la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Et puis arrive le 13 novembre, et avec mon complice Francis Eustache, ce qui explique aussi pourquoi on se retrouve dans l'observatoire, le Conseil scientifique de l'Observatoire B2 et Mémoire, et pourquoi, personnellement, je me trouve si bien avec les petits camarades qui se sont exprimés jusque-là. On s'est retrouvés, et puis là, il y avait une exigence citoyenne, quoi. On ne peut pas rester dans notre coin, et on a pas mal de boulot, mais enfin là, il faut réagir avec nos armes, qui sont celles de la recherche, de la connaissance. Et puis, puisqu'on avait commencé à explorer ces questions de l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective, eh bien, on va essayer de le faire pour le programme qu'on va appeler le programme 13 novembre. Bon, alors, ça a pris une dimension dont vous avez peut-être entendu parler, puisque ça vient régulièrement dans les médias, mais c'est un programme qui dure 12 ans, 2016, 2028. Bon. Pourquoi je parle de ce programme ? Parce que derrière, il y a une volonté de construire de nouvelles sciences de la mémoire. Et des sciences de la mémoire qui seraient, alors ça c'est un petit dada qu'on partage avec Francis, qui seraient fondées sur quelques piliers. Bon. Le premier pilier, c'est la dialectique. Une dialectique entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Je ne reviens pas dessus. Le deuxième pilier, c'est la transdisciplinarité. C'est-à-dire, c'est pas... Bon, vous l'avez bien compris, là, vous avez toute une série de disciplines qui ont été présentées là. Il faudrait encore en ajouter d'autres, entre modélisation mathématique, le droit, enfin bon, la textométrie, donc l'analyse statistique de vocabulaire, enfin tout ça doit être mobilisé pour essayer de répondre aux interrogations portées par cette question fondamentale de l'articulation entre ces deux mémoires. Bon. Et donc, deuxième pilier, la transdisciplinarité, parce que, à la différence de la pluridisciplinarité, alors d'abord, ça fait, puisqu'on parle des dîners mondains, placez-le aussi, transdisciplinarité, ça fait très bien.
ça veut dire que, à la différence de la pluridisciplinarité, où moi, à Péchanski, je pose une question et puis je demande à mes petits camarades de différentes disciplines de répondre à ma question, là, la transdisciplinarité, c'est de construire ensemble un objet de recherche. Voilà. Donc le deuxième, c'est la transdisciplinarité. La troisième, parce qu'on travaille sur des grandes masses de données, parce que ces données sont hétérogènes, et donc on relève de systèmes complexes, eh bien, on doit mobiliser la modélisation mathématique. Voilà. Ça, c'est le troisième pilier. Je rajouterais, en empruntant là quelqu'un de bien plus réputé, bien plus classique, je dirais, ou en tout cas classiquement connu pour ça, c'est la complexité, donc qui veut dire que la compréhension d'un tout ne se réduit pas à la compréhension de chacune des composantes de ce tout. Voilà. Ça, c'est le cœur de la pensée d'Edgar Morin, et c'est le quatrième pilier de ces sciences de la mémoire pour lequel je voudrais plaider aujourd'hui. Merci Denis pour cet exposé synthétique. C'est pas facile de résumer. Bravo à tous et toutes. C'est un exercice un peu difficile, mais bon, passionnant. Enfin moi, je trouve passionnant. On a un petit peu de temps pour des questions dans la salle, et puis on a également du temps pour des questions d'internautes s'ils s'expriment. On a un écran devant nous. Avant, je voulais poser une question à Hélène, parce que j'ai entendu ça à la radio, d'un village Alzheimer près de Bordeaux. Alors, si tu peux expliquer, alors brièvement, absolument brièvement, mais c'est un concept qui surprend, donc si tu peux expliquer ce que c'est. Alors oui, on en a pas mal parlé, et on en parle encore, parce que c'est vrai que c'est une expérience très innovante, et j'avoue être chanceuse d'être associée à ce projet. Il existait déjà un village Alzheimer qui avait fait grand bruit et qui a ouvert il y a 10 ans maintenant, près d'Amsterdam. Un village, vraiment, un établissement, mais qui n'avait en rien le visuel d'un établissement, qui se présentait vraiment comme un village avec ses petites maisons, ses allées, ses commerces, son parc, etc. Et puis ce village, on a été nombreux à le visiter, très nombreux, puisque c'était un scoop pour le coup, là, lorsqu'il a ouvert ses portes. Et toutes les personnes qui revenaient de ce village étaient plutôt conquises par cette idée que finalement il faut inventer autre chose que nos traditionnels EHPAD. Et pour autant, en fait, bizarrement, ce village n'a pas été répliqué dans le monde. Et il a été répliqué, puisqu'il a ouvert ses portes il y a 1 an, à Dax, dans les Landes, dans le sud-ouest, donc assez proche de Bordeaux. C'est la raison pour laquelle je suis associée à ce projet. Et puis aussi parce que les personnes qui ont ouvert ce village, c'est soutenu par le département des Landes, sur le plan financier, ont voulu vraiment l'ouvrir à l'expérimentation et la recherche. Et ça, j'ai vraiment trouvé remarquable, cette idée, non seulement d'inventer, ou en tout cas de chercher à répliquer ce concept très novateur, mais aussi chercher à l'évaluer. On a besoin de bonnes idées, on a besoin d'inventer autre chose que nos institutions et nos EHPAD, qui rendent des services à la société, bien évidemment, mais qui ont des limites évidentes. On a besoin d'inventer de nouveaux habitats, mais on a besoin aussi de les évaluer pour véritablement savoir si ils apportent quelque chose par rapport à l'existant. Merci. On pourrait en dire beaucoup sur le village Alzheimer. Merci, bien sûr. Mais bon, ça nous donne un éclairage passionnant. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. Il y a madame ici. Et en attendant que le micro arrive à madame, je voudrais poser une question à Jean-Gabriel, à sa deuxième casquette, en fait. Quand tu évoques tous ces progrès de l'intelligence artificielle, ta casquette de président du comité d'éthique, est-ce que de temps en temps, elle se lève ou... Tout à fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais il est bien évident que l'intelligence artificielle transforme la société dans laquelle nous vivons,
et pose d'énormes questions d'ordre éthique. Hein. Les notions qui sont liées au lien entre les hommes se modifient. Hein. L'amitié avec les réseaux sociaux, la confiance. Hein, il y a un internaute qui n'a pas bien compris les perroquets stochastiques. Parce que c'est vrai que c'est bien placé en société. Donc si tu peux donner quelques clés. Je rappelle, les perroquets stochastiques, hein, ce sont des modèles de langage qui sont utilisés pour différentes technologies de traitement du langage naturel, des technologies de dialogue, etc., et qui font appel à une mémorisation de quantité énorme de textes. Et bien sûr, ça peut poser un certain nombre de problèmes éthiques, hein, par exemple des problèmes de coût, des problèmes énergétiques. Hein, ça contribue au réchauffement climatique. Quand on apprend sur des millions de textes avec des trillions de composants, c'est assez long. Et puis, ça peut aussi poser des problèmes liés à la nature des textes sur lesquels on va apprendre, hein, et tous les biais qui peuvent être liés à cela. Merci. Donc il y a une question au milieu de la salle. Oui, merci. Je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait stimuler le bon anagramme, entre guillemets, en le stimulant, on pourrait faire disparaître des douleurs persistantes, chroniques, enfin, ou des douleurs, la douleur. Je n'ai pas tout entendu. Vous pouvez répéter votre question, non, mais je crois que j'ai compris. Est-ce que, en stimulant le cerveau, mais vous avez parlé d'engrammes, et là, je ne vous suis pas tout à fait. On peut faire disparaître des douleurs, c'est ça, des régions cérébrales. Est-ce qu'on peut faire disparaître des douleurs? Oui. Alors, on va passer à une autre question, parce que les internautes envoient beaucoup de questions. J'ai du mal à suivre. Et bon, il y a une question qui est très importante. Y a-t-il des prédispositions génétiques aux maladies dégénératives de la fonction cognitive? Donc c'est une question pour le docteur qui est à ma gauche. C'est impossible de répondre en 1 minute. Ça dépend des maladies, on va dire comme ça. Il y a certaines maladies dégénératives où il y a un risque génétique dans certaines familles, notamment les dégénérescences frontotemporales. Dans 30% des cas, il y a un risque génétique. Et puis il y a d'autres maladies où le risque génétique est beaucoup plus faible. Si on prend l'exemple de la maladie d'Alzheimer, parce que je pense que c'est plus ou moins la question, il y a probablement parfois des gènes dans certaines familles au sens du terrain qui pourraient peut-être favoriser les choses, mais au hasard du croisement avec d'autres facteurs environnementaux, c'est pas très bien connu, etc. Et quant au risque génétique de transmission d'un gène dans la maladie d'Alzheimer, ça existe, mais c'est très très peu de situations. Ça concerne essentiellement des familles où les patients développent la maladie avant 60 ans. Autrement, c'est quasiment pas décrit. Et pour donner une fourchette, en France, ça représente 130 familles. Donc c'est quand même très peu. Et quand on prend des groupes de patients qui ont des maladies avant 55 ans, c'est 1% des patients qu'on rencontre qui font partie d'une famille où il y a une mutation génétique. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, il y a des terrains, il y a des facteurs de risque, mais il ne faut pas retenir qu'il y a des gènes à rechercher en grande priorité en dehors de situations particulières. Et si je peux compléter avec une demi-phrase, ça représente 7% du risque, en fait, la génétique dans la maladie d'Alzheimer, en dehors de ces familles dont tu parles, où effectivement la transmission est systématique de génération en génération, c'est seulement 7% du risque. Donc on a mis beaucoup en avant la génétique. Bien sûr, elle explique une petite partie, mais en réalité pas si importante que ça, dans la maladie d'Alzheimer. Très bien. Merci beaucoup. On va être obligé d'arrêter là les questions parce que le temps passe. Certains ont parlé beaucoup, d'autres un petit peu moins, mais bon, c'est comme ça. Je trouvais que c'était passionnant. Et donc, je vous invite surtout à regarder le programme de la semaine de la mémoire, regarder les conférences. Pour les internautes, certaines sont en ligne. Comme ça, j'évoque celle de demain soir, 20h30, 22h. Lionel Nakache, qui est un chercheur neurologue, neurobiologiste très, très connu, qui travaille à la Salpêtrière sur mémoire et conscience.
Denis Péchanski a parlé du programme 13 novembre. Donc, il sera évoqué jeudi, là aussi à 20h30, avec un nouveau volet de ce programme, avec tout l'aspect de mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire que le passage de la mémoire des adultes aux enfants, c'est un sujet extrêmement important. Donc, merci de votre écoute aux personnes présentes et puis aux internautes, et au plaisir de vous retrouver. Et merci à l'Observatoire et puis à tous les partenaires, notamment l'université qui nous accueille ce soir et les collectivités territoriales. Bonne soirée.